Bonjour Françoise, bienvenue sur le podcast. Bonjour Kao. Je propose de commencer directement en rentrant dans le sujet. Comment naissent les premières galaxies après le Big Bang? Alors les premières galaxies commencent très tôt finalement, beaucoup plus tôt. On s'est aperçu avec le lancement du télescope James Webb qu'il y avait des galaxies 100 millions d'années après le Big Bang. Alors 100 millions, ça peut paraître long, mais par rapport à l'âge de l'univers qui est de 14 milliards d'années, 100 millions c'est très court. Alors qu'est-ce que se passe-t-il après le Big Bang? Le Big Bang c'est quelque chose de très très chaud. L'état de l'univers est très chaud et ionisé en fait, tellement il y a des milliards de degrés. Donc la matière est ionisée, on a un plasma. Donc ça, ce n'est pas du tout favorable à la, à la formation de galaxies. Donc il faut attendre de l'expansion de l'univers après le Big Bang et la température va descendre à 3000 degrés. À ce moment-là, les protons et les électrons se recombinent en atomes d'hydrogène, l'univers devient neutre. Alors déjà, il y a du gaz d'hydrogène essentiellement, avec un peu d'hélium. Et ce gaz ne va pas tout de suite former des galaxies. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'univers était ionisé, il était en équilibre avec la lumière, les photons, et en quelque sorte, il y avait un empêchement par la pression de radiation des photons de former des structures. Et si vraiment il n'y avait pas de matière invisible, la fameuse matière noire, on a découvert depuis des dizaines d'années, eh bien, il n'y aurait pas de galaxie parce que l'expansion empêche la contraction par gravité de structures. Donc, ce qui est très fondamental pour la formation des galaxies, c'est l'existence de matière noire. Cette matière invisible qui n'interagit pas du tout avec la lumière. Donc, c'est elle qui qui se contracte et fait des puits de potentiel gravitationnel, même avant que la matière ordinaire ait pu se concentrer. Parce que la matière ordinaire, elle interagit avec la lumière et elle est empêchée par la lumière de former des structures. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, on l'a compris assez tard, finalement, dans les années 80, 90, que c'était la matière noire qui formait les puits de potentiel gravitationnel. Et puis, lorsque la matière ordinaire se découple de la lumière, à ce moment-là, elle peut tomber dans les galaxies noires qui ont été formées avant. Et puis, le gaz va à ce moment-là se concentrer, former des étoiles. Et puis, le rayonnement ultraviolet des étoiles va rayoniser l'univers entre les galaxies. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Les galaxies ont besoin d'abord de matière noire pour former des galaxies noires avant que la matière ordinaire tombe dans les galaxies. Et c'est ainsi qu'elles se forment. Donc, vous voyez que les étapes sont assez longues puisqu'il faut d'abord un petit potentiel gravitationnel noir. Et puis ensuite, il faut que l'univers soit neutre pour que la matière puisse se condenser dans ces galaxies. Et puis, la formation d'étoiles, donc ça prend 100, 200 millions d'années. Et qu'est-ce qu'on entend par matière noire? Parce que c'est un terme assez mystérieux. Déjà, le fait que par matière noire, par définition, du coup, c'est que la lumière est totalement absorbée dessus, donc on peut pas l'observer à l'œil nu. Elle n'est pas observée. Elle n'est pas observée du tout parce que justement, il Du n'y a tout, aucune ok. interaction. Cette matière n'absorbe pas les photons, ne rayonne pas de photons. Elle n'interagit pas du tout avec les photons. Donc, c'est pas de la matière noire, en fait, c'est de la matière transparente. Peut-être il y a autour de nous, dans cette pièce, de la matière noire, mais on ne la voit pas, elle est complètement transparente, elle n'absorbe pas les photons, elle n'absorbe pas la lumière, et elle ne l'émet pas. En fait, on la détecte uniquement par sa gravité. Donc, c'est la matière qui interagit uniquement par cette force gravitationnelle. Donc, c'est comme ça qu'on la voit, c'est-à-dire que dans une galaxie, nous avons du gaz, des étoiles qui tournent autour du centre, comme dans un disque de galaxie, comme notre galaxie, la Voie lactée. Donc, on tourne autour, on peut mesurer la vitesse, et on voit bien que la force centrifuge qui est équivalente à cette vitesse doit être compensée par une force gravitationnelle. C'est à ce moment-là qu'on voit que la force gravitationnelle qu'il faut pour maintenir la galaxie en place est bien plus grande que celle qui est due à la matière visible. Il n'y en a pas assez de matière par un facteur 6. Donc il faut 6 fois plus de matière visible pour en effet tenir les galaxies, les amas de galaxies, toutes les structures par la gravité de cette matière invisible, plutôt invisible, transparente plutôt que noire. On disait noire parce qu'elle ne rayonne pas, mais en fait elle n'absorbe pas non plus. Et donc, on parle de combien de pourcentage de matière dans l'univers qui serait de la matière noire comparé à de la matière visible? Alors justement, le contenu de l'univers, on le connaît bien, en énergie et matière, il y a 5% de matière ordinaire. La matière dont nous sommes faits, l'hydrogène, l'hélium, toutes les matières organiques dont nous sommes faits, tout ça c'est la matière ordinaire, c'est 5% du contenu total. Il y a 25% de matière invisible, exotique, hein, ce n'est pas fait de matière ordinaire parce qu'en fait, dans les particules élémentaires,
de la théorie des particules, il n'y a aucun candidat à cette matière invisible. Il faut supposer que c'est une matière exotique que l'on ne connaît pas du tout. Au début, dans les années 80-90, on avait pensé que peut-être il y aurait en plus des particules élémentaires connues, tout un miroir des galaxies de particules élémentaires qui serait la supersymétrie. C'est des particules qui seraient symétriques par rapport à nos particules connues. Et on avait bâti toute une théorie comme cela, et on pensait que dans les accélérateurs comme le CERN, on puisse peut-être détecter ces particules en faisant collisionner des protons très énergiques, relativistes. On peut faire une énergie qui équivaut, par la formule fameuse E égale mc2, on peut fournir de l'énergie de manière à avoir des particules qui seraient 100 fois plus la masse du proton, par exemple, lorsqu'ils se collisionnent. Et donc, on a fait ça dans le CERN et on n'a rien vu du tout arriver. On aurait pu former ces particules de matière invisible. Par conservation de l'énergie, on aurait vu où est-ce qu'elles allaient. Mais on n'a rien vu du tout et il n'y a aucune supersymétrie. Donc, toute cette théorie s'est un peu effondrée ces derniers temps parce qu'on est arrivé à montrer qu'il n'y en avait pas. Donc, finalement, on a toujours ce mystère. On ne sait pas du tout de quoi est faite cette matière invisible. Et c'est un des principaux mystères et à résoudre dans les années futures. Qu'est-ce que c'est que cette matière invisible? Je sais pas à quel point ça peut être difficile pour les gens de conceptualiser ça. On parle de matière, déjà, on va compter des gaz comme du coup l'hélium, l'hydrogène, etc. Mais la matière noire, vous avez dit qu'il pourrait y en avoir dans cette pièce et qu'on ne la verrait pas. Donc on peut pas entrer en contact avec, même ne pas le sentir, ne pas même interagir avec au travers de nous, nos récepteurs sensoriels, si on était en contact avec. Exactement, il n'y a aucune force qui interagit sauf la gravité. Alors vous savez que la gravité, c'est une force très faible, 40 ordres de grandeur inférieurs à la force électromagnétique. Donc il n'y a pas suffisamment de matière invisible dans cette pièce pour que l'action gravitationnelle soit importante. Elle est complètement négligeable. Donc comme on ne peut la détecter que par la gravité, il n'y a qu'à des échelles énormes comme les galaxies, où il y en a tellement que la gravité importe à ce moment-là. Et c'est là qu'on voit sur les étoiles et sur le gaz l'action gravitationnelle de cette matière invisible. Et c'est bien ça qui nous a fait détecter. Par contre, j'ai pas terminé d'ailleurs dans mon contenu de l'univers. On avait dit qu'il y avait 5% de matière ordinaire, 25% de matière noire. Évidemment, il reste encore 70%. Et ces 70% sont d'énergie sombre. Alors, cette énergie sombre, on l'a détectée que récemment. En 1998, on s'est aperçu tout d'un coup, grâce à des indicateurs de distance qui sont les supernovae, que eh bien les galaxies étaient bien plus loin que prévu, c'est-à-dire que l'expansion de l'univers que l'on croyait décélérée, elle est accélérée en fait. Ça, c'était une très grande surprise. Pourquoi? Parce que on s'attendait à ce qu'en effet dans l'univers il n'y ait que de la matière, que ce soit matière ordinaire ou matière invisible. Et cette matière, lorsqu'on a une explosion comme le Big Bang, eh bien elle retient l'explosion. Comme quand on envoie une pomme en l'air, ben elle va retomber grâce à sa gravité. Donc on pensait que dans l'expansion, elle était ralentie par toute la gravité qu'il y a dans l'univers. Eh bien non. Finalement, l'expansion s'accélère et ça veut dire qu'il y a un autre élément qui a une force répulsive et non pas attractive. Et c'est cette énergie sombre qu'on a été obligé de supposer qui existait, mais il y en a 70% en fait, et elle a un effet tellement répulsif que finalement l'expansion s'accélère de façon exponentielle. Et il nous semble bien que cette énergie sombre soit comme une constante cosmologique qu'avait déjà essayé d'introduire Einstein le siècle dernier. Et on avait renoncé à cette constante parce qu'on avait trouvé que finalement les données d'observation ne permettaient pas de mesurer cette constante. Donc elle était nulle pendant tout le XXe siècle. Mais au XXIe siècle, on a été obligé de supposer qu'en effet, elle devait exister, cette constante cosmologique, ou alors c'était une énergie sombre. Et donc, il faut vraiment supposer cela. Il y a 70% qui nous est encore inconnu. Et là, par énergie, on va entendre quelque chose qui va être comme pour la gravité, c'est-à-dire une sorte... Il n'y a pas de contenu physique propre. Je ne sais pas comment décrire vraiment la gravité, autre que du coup, ça va émettre d'une force d'un astre, etc., enfin de la matière. Mais pour l'énergie sombre, qu'est-ce qu'on entend par énergie? Est-ce que l'énergie, là vous l'avez dit que c'est dans une quantité dans l'univers, un petit peu comme si on regardait dans l'univers et on prenait des choses et ça faisait partie de sa composition, mais par énergie, qu'est-ce qu'on entend dans l'univers? C'est-à-dire c'est à une place physique, matérielle? Comment est-ce qu'on aborde? Oui, ça c'est un mystère et on n'en sait rien en fait, justement.
On ne sait pas quelle est sa nature. On sait simplement qu'il y a une densité d'énergie, hein, qu'on peut appeler ρ, mettons une densité d'énergie, et qu'il y a une pression qui, en fonction de la densité, est négative. Et c'est là qui est c'est tout à fait contre-intuitif. Quand on a un gaz d'hydrogène dans la pièce, qu'on va supposer un gaz parfait, eh bien, on a une relation qui est la pression est proportionnelle à la densité. La densité de gaz, évidemment, plus vous mettez de gaz, plus il y a de pression. Hein, un petit peu comme une pompe à vélo, on presse, on peut comprimer, il faut fournir de l'énergie pour comprimer, ça va chauffer en pression, etc. Donc on connaît ce genre de choses. Par contre, ce qui est contre-intuitif, c'est que la pression est négative. C'est-à-dire que si on avait comprimé cette énergie dans un certain volume, eh bien, il va falloir tirer le piston pour. C'est pas comme le gaz qui, il suffit d'avoir une grande pression, vous libérez le piston et ça se dégage tout seul. Ici, c'est le contraire. Il faut fournir l'énergie pour essayer d'élargir le volume de cette énergie. Donc, c'est quelque chose qui est contre-intuitif, mais quelque chose qui a vraiment une force répulsive. Alors, quand vous dites que la gravité, c'est une force, en fait, justement, Einstein nous avait montré en 1915 que c'est pas vraiment une force comme une autre, comme la force électrostatique entre deux particules chargées. C'est plutôt une déformation de l'espace. Donc, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que lorsque on peut penser, par exemple, on fait une analogie à 2 dimensions, parce qu'à 3 dimensions, c'est plus difficile à expliquer. On peut penser que l'univers est comme un tapis à 2 dimensions. Et puis, si vous avez une étoile au milieu, vous déposez une étoile comme une bille dans le tapis. Évidemment, la bille va faire un petit creux. Et l'étoile fait une déformation d'espace. Il y a un petit creux autour de l'étoile qui fait que toute la matière autour a tendance à tomber dans le creux, en fait. Et donc, c'est plutôt une déformation de l'espace qu'il faut se représenter pour la gravité. C'est pas non plus très, très intuitif, mais enfin, on essaie de faire des analogies. Et donc, c'est plutôt cette énergie, c'est plutôt de l'énergie. Hein, il n'y a pas de matière. Le photon est aussi, la lumière est une énergie sans masse. Hein, il n'y a pas de masse au photon. Donc, on peut s'imaginer un petit peu comme ça. La lumière, c'est de l'énergie sans masse. Bon, ici, on a de l'énergie sans masse. Et par contre, la pression est négative, ce qui n'est pas le cas de la lumière ni quoi que ce soit. Comment est-ce que dans un univers qui, du coup, si on part du principe que l'univers s'expand, qu'il grandit au fur et à mesure, est-ce que c'est juste un petit peu comme si on tirait sur la nappe et on avait un jeu de base de matériaux, d'énergie, de tout ce qu'on veut comme composants, et plus on tire, plus ils s'écartent les uns les autres, ils se répartissent? Ou est-ce qu'au fur et à mesure que l'univers s'étend, il y a du coup de nouvelles galaxies qui se forment, de nouvelles choses qui se forment aux horizons, sans forcément prendre ce qu'il y avait de base au centre qui était déjà créé? En fait, il faut plutôt, alors je prendrais finalement une analogie à 3 dimensions plutôt, comme un gâteau, un cake, hein, mettons, un cake avec des fruits confits, hein, et puis ce cake est infini. Hein, on n'a pas de bord. Hein, donc ce cake, il va rentrer en expansion quand on chauffe, on voit la levure, ça va gonfler, gonfler. Alors vous allez me dire, il est infini, mais bon, on peut toujours gonfler, il n'y a pas de frontière, donc l'infini, il n'y a pas de problème de volume. On pourra toujours trouver la place. Et donc, on voit bien que les fruits confits s'éloignent les uns des autres proportionnellement avec une vitesse apparente proportionnelle à leur distance. C'est un peu ça. Les fruits confits, ce sont les galaxies. Et les galaxies s'éloignent les unes des autres avec une vitesse apparente proportionnellement à leur distance. Pourtant, elles sont immobiles dans l'espace. Hein. C'est l'espace qui se dilate. Donc, l'espace se dilate, les galaxies elles ont des petits mouvements browniens, mais enfin, en gros, elles n'ont pas de mouvement, mais elles s'étirent à 3 dimensions dans un espace infini, mais qui se dilate. Donc c'est ça, cette image qu'il faut garder. Les galaxies ont l'air par rapport à chaque galaxie. Par exemple, la Voie lactée, nous sommes au centre de cet horizon-là, et on voit toutes les galaxies qui s'éloignent de nous, mais c'est la même chose pour toutes les autres galaxies. Il n'y a aucun point particulier. Hein. Nous ne sommes pas au centre de l'univers du tout, et chaque observateur voit un horizon avec plein de galaxies. Alors, dans notre horizon, nous avons 2000 milliards de galaxies, ce qui est pas mal. Elles s'éloignent toutes. Et puis, pourquoi on a un horizon? Là, j'ai introduit cette notion d'horizon. C'est simplement parce qu'en effet, on va pas pouvoir voir plus loin que l'horizon. Même si l'univers est infini, on va pas pouvoir. On a une sphère autour de nous. Alors, à quoi est-elle due? Eh bien, simplement parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Elle est 300 000 km par seconde, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui, même à la taille de l'univers, ça paraît petit finalement. C'est que lorsque on voit une galaxie qui nous a envoyé de la lumière, elle est à 12 milliards d'années-lumière de nous.
il a fallu du temps, des milliards d'années à la lumière pour nous parvenir. Donc on voit cette galaxie telle qu'elle était quand elle a émis cette lumière, c'est-à-dire quand elle était très jeune, et donc on remonte le temps. Donc les télescopes là qui observent très loin nous aident à remonter le temps, et puis on remonte jusqu'à le Big Bang, c'est-à-dire le début de l'univers. L'univers n'est pas infini en temps, il a commencé à un moment donné. Donc on arrive au Big Bang, on arrive au moment où il n'y a plus de galaxies. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la formation des galaxies, ça se précède d'un moment où l'univers est neutre, il n'y a que de l'hydrogène, mais il n'y a pas encore de structure. Et puis après, on remonte jusqu'à le moment où l'univers était ionisé, un plasma très chaud. Et ça, on le voit dans nos télescopes. On le voit, le rayonnement fossile du Big Bang, on le voit. Il est à 3 degrés Kelvin en température. Et on mesure jusqu'au Big Bang. Alors évidemment, ça va être notre horizon, on ne pourra pas aller au-delà. Par contre, ce n'est juste qu'un effet de messager, quoi. Le messager prend du temps à nous parvenir. Et il y a peut-être des galaxies au-delà de l'horizon, bien entendu, il y en a plein encore, des milliards de galaxies, mais elles n'auront jamais le temps de nous parvenir puisque elles sont beaucoup plus distantes que l'âge de l'univers. Et au tout début, vous parliez justement des galaxies noires qui auront ensuite permis de la formation des galaxies normales. Comment est-ce que je sais pas parce que je sais pas à quel point les gens pourront faire une confusion ou s'il n'y a pas de confusion avec par rapport aux trous noirs. Il me semble qu'il y a des énormes trous noirs massifs qui permettent de structurer actuellement les galaxies. Est-ce que justement ces trous noirs massifs viennent de base de cette matière noire et ensuite après absorber plein d'autres choses? Comment se passe justement le passage entre une galaxie qui commence à naître avec la matière noire à la structure qu'on voit actuellement après des milliards d'années? Quelles sont les grandes étapes? Oui, alors il faut surtout pas confondre trou noir et matière noire parce qu'en effet, il y a le nom noir qui est là et qui devrait pas être en effet source de confusion. Il vaudrait mieux qu'on dise matière invisible ou matière transparente, mais en effet, elle n'est pas noire, la matière. Et elle n'a rien à voir avec les trous noirs, vraiment rien à voir. Le trou noir, c'est quelque chose de très, très, très compact, tellement compact que la vitesse d'échappement serait supérieure à la vitesse de la lumière. Donc c'est pour ça que même la lumière ne peut plus sortir au bout d'un moment. Si elle s'approche trop près, même la lumière est absorbée. Donc on a vraiment un trou noir. Là, le nom noir est vraiment justifié, alors que pour la matière invisible, c'est transparent. Donc là, le trou noir, c'est autre chose. Et dans les trous noirs qui sont au centre des galaxies, parce qu'en fait, on a deux sortes de trous noirs. On a des trous noirs qui sont de masse du Soleil, enfin quelques masses solaires, qui sont le résultat de la fin de vie d'une étoile. Lorsqu'une étoile massive explose en supernovae, le résidu, après avoir éjecté l'enveloppe, le résidu peut être supérieur à 3 masses solaires et à ce moment-là, ça devient un trou noir. Donc on est entouré dans la Voie lactée, notre galaxie, d'un milliard de petits trous noirs en fait, puisqu'on a 300 milliards d'étoiles, il y en a quelques-unes qui ont explosé en supernovae, et donc on a peut-être un milliard ou 2 milliards de petits trous noirs qui tournent autour de la Voie lactée ou qui sont pas très dangereux parce qu'en fait il faudrait s'approcher très près. On n'est jamais très près d'une étoile, donc on a ces petits trous noirs de quelques masses solaires. Et puis ensuite on a des trous noirs supermassifs qui font entre des millions et des milliards de masses solaires. Et ceux-là sont toujours au centre de chaque galaxie. Ils sont là parce que en fait, ils ont décanté. Ils sont arrivés toujours au centre du puits de potentiel, le plus bas, parce qu'ils sont très massifs et la friction dynamique fait que même s'ils arrivaient à une fusion de galaxies, arrivaient au bord de la galaxie, ils vont tomber au centre très vite. Donc tous ces trous noirs supermassifs sont toujours au centre des galaxies, mais ils se sont formés après coup à partir de la matière ordinaire. On n'arrive jamais à former de trous noirs avec la matière noire, enfin la matière invisible, parce que cette matière invisible ne dissipe pas d'énergie, elle ne rayonne pas. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est juste former de grands puits de potentiel, mais elle ne peut pas se concentrer. Pour se concentrer, il faudrait rayonner, perdre son énergie. Elle ne perd pas son énergie et elle est très diluée toujours. Même dans les galaxies, c'est très, très, très dilué. On n'arrive jamais à faire des effondrements. On n'arrive pas à faire d'étoiles, par exemple. On n'arrive pas à faire de trous noirs. Donc, tous les trous noirs sont faits de matière ordinaire. Donc, surtout ne pas confondre. Donc, on fait des puits de potentiel très dilués de matière noire, enfin invisible, transparente, et c'est très dilué. C'est lorsque la matière ordinaire, qui elle est dissipative, peut rayonner et donc peut se concentrer, qu'on va faire des étoiles et puis des trous noirs au centre, etc. Donc il y a ces deux aspects. La matière noire, elle est très très diluée et ne peut jamais se concentrer. Comment est-ce qu'on explique justement dans ce cas-là ces trous noirs supermassifs? Est-ce que c'est justement de base une étoile qui était déjà immense, qui du coup serait transformée en supernova, aurait fait un trou noir
Et au fur et à mesure, parce qu'il devient de plus en plus gros en prenant de la matière qu'il y a autour, et au fur et à mesure, sur une suite d'événements, il devient immense et se retrouve au centre petit à petit? Ou est-ce que c'est autre chose qui explique la formation du coup de ces trous noirs immenses qui, comme vous l'avez dit, font des millions à des milliards de fois une masse solaire? Oui, ça c'est une bonne question parce qu'on n'a pas encore la réponse exacte. On a quelques hypothèses évidemment, mais qu'il va falloir vérifier. Ces deux hypothèses que, en effet, on pourrait avoir d'énormes étoiles au début de l'univers. Alors pourquoi elles sont plus grandes qu'aujourd'hui? C'est qu'au départ, il n'y a pas de métaux. Ce qu'on appelle métaux en astrophysique, c'est le carbone, l'azote, l'oxygène, des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. L'hydrogène et l'hélium sont formés dans le Big Bang. Le Big Bang, c'est vraiment très très chaud. Il peut se faire des réactions nucléaires et donc former des éléments légers. L'hélium est fabriqué à partir d'hydrogène. Dans les premières minutes, 3 minutes, on forme tout l'hélium, 25% en masse de l'hélium ou 10% en nombre. Et donc les éléments légers sont formés dans le Big Bang. Mais après, tous les autres éléments plus lourds, le carbone, etc., est formé dans les étoiles. Dans la nucléosynthèse qui se forme dans les réactions nucléaires dans les étoiles, on forme d'abord à partir de l'hydrogène, de l'hélium encore, puis ensuite de carbone, de l'azote, etc. Donc ces métaux n'existent pas au départ. Et donc les premières étoiles, vraiment les premières, qui n'ont pas explosé encore pour avoir libéré leurs éléments lourds, eh bien elles n'ont pas ces métaux. Ces métaux sont des éléments qui refroidissent beaucoup, qui permettent justement à la matière de se fragmenter et de se concentrer encore plus. Donc ces étoiles, elles sont beaucoup plus grosses qu'avant, que ce que nous avons nous maintenant. Et donc, on pourrait penser que ces énormes étoiles vont concentrer en trous noirs qui vont peut-être faire 100 masses solaires, 100, 200 masses solaires. Alors ça nous sert, cette hypothèse qu'on n'a jamais vérifiée encore, parce qu'on n'est pas allé voir là-bas. Eh bien, parce que on a besoin d'une graine assez importante pour former des trous noirs plus gros. Et en effet, on s'aperçoit avec le James Webb Telescope, par exemple, que les trous noirs de millions et des milliards de masses solaires sont formés très tôt. Et ça, c'est quelque chose qui a été une surprise de ces dernières années, puisqu'on a le James Webb depuis 2022, il fonctionne depuis 2022. Depuis 3 ans, on s'aperçoit qu'on peut former vraiment des trous noirs énormes très tôt, ce qu'on s'attendait pas. On s'attendait à ce qu'on forme des petits trous noirs qui, progressivement, par fusion, forment des gros trous noirs. Aujourd'hui, en fait, non, on peut en former très tôt. Alors, on a encore ce problème. Alors, pourquoi? Parce que quand on a, par exemple, des trous noirs de masse 3, 4, 5, 10 masses solaires, eh bien, ils peuvent accréter de la masse, en effet, du gaz autour, mais jusqu'à un certain point. Il y a quelque chose qui limite l'accrétion de matière, c'est la pression de radiation. Si on accrète de la masse sur un trou noir, il y a un indice d'accrétion qui se fait parce qu'évidemment, il y a une rotation qui empêche de tomber tout de suite. Et puis, l'énergie gravitationnelle qui est obtenue, comme c'est une masse énorme, très compacte, elle va rayonner en rayons X, en rayons gamma énormément. On va récolter peut-être une fraction 10, 20, 30% de la masse MC2 qu'il y a dans cette matière, alors que dans les étoiles, on récupère même pas 0,1% de la masse en fusionnant l'hydrogène. Donc c'est quelque chose, la tombée sur un trou noir, c'est un des moyens d'avoir une énergie énorme, bien plus grande que l'énergie des étoiles. Donc ça va rayonner tellement que finalement la pression de radiation va empêcher la matière de tomber. Donc il y a une limite, il y a une saturation, ce qu'on appelle limite d'Eddington, qui limite la croissance. Alors en fait, on croît proportionnellement à sa masse et on n'arrivera pas à la former avant 1 million d'années, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de graines un peu plus grosses pour pouvoir former des trous noirs très gros. Alors il y a quelque chose qui nous a mis quand même sur une piste, c'est les ondes gravitationnelles. À partir de 2015, on a commencé à détecter les ondes gravitationnelles et notamment lorsqu'il y a une fusion de trous noirs, on a des ondes gravitationnelles qu'on a pu détecter. Alors ça, c'est quelque chose qui est un exploit parce que même Einstein, qui avait prévu qu'il y aurait des ondes gravitationnelles, il avait dit c'est tellement faible qu'on n'arrivera jamais à les détecter. Et en fait, c'était un exploit. LIGO, les interféromètres avec des lasers ont permis de détecter, mais alors des petites déformations d'espace, des petites ondulations de l'espace qui sont tellement petites que au bout de 4000 kilomètres, on a la déformation d'un proton, la taille d'un proton. C'est vraiment impossible à imaginer tellement c'est petit par rapport à aux grandes distances. Eh bien, on a pu le détecter. Et aujourd'hui, on en a détecté depuis 10 ans 300 fusions de trous noirs. Et ces trous noirs sont toujours des trous noirs de masse stellaire. Mais on s'est aperçu qu'il y en avait de 30, 60 masses stellaires qui ont formé des trous noirs de 200 masses stellaires. Donc c'est énorme.
ça veut dire que on a un moyen de former des trous noirs de masse intermédiaire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qu'on a détecté avec les ondes gravitationnelles, des trous noirs de 200 masses solaires. Et c'est comment on les forme? Et on pense qu'on les forme dans les amas globulaires. Alors, les amas globulaires, c'est un amas d'étoiles très 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 serré. C'est-à-dire dans 1 ou 2 années-lumière, on a 100 000 étoiles. Alors pour dire un petit peu l'environnement du Soleil, on sait que la plus proche étoile est à 4 années-lumière. On imagine que dans cet espace, on pourrait avoir 200 000 étoiles. C'est quelque chose qui est vraiment très très compact. Et à ce moment-là, il y a des collisions entre étoiles, ce qui n'arrive jamais dans une galaxie, hein, mais c'est un environnement tellement serré qu'il y a collision, on peut avoir des collisions de trous noirs. Et puis, par succession, fusion de trous noirs successives, on peut arriver à 200 masses solaires pour un trou noir de masse intermédiaire. Et c'est peut-être comme ça que on a pu avoir des graines assez grosses pour ensuite avoir des millions et des milliards de masses solaires, même dans le premier milliard d'années après le Big Bang. Je me dois te demander, vous avez parlé justement d'observer les ondes gravitationnelles. Est-ce que observer les ondes gravitationnelles, elles arrivent aussi vite que les ondes lumineuses, ou est-ce que justement, là où les ondes lumineuses, on peut remonter à quelques, je crois que c'est centaines de milliers d'années, enfin je sais pas, jusqu'à où on peut remonter après le Big Bang, est-ce que les ondes gravitationnelles, justement, ça va être sur des échelles beaucoup plus récentes? Est-ce qu'on peut remonter aussi loin dans le temps? Est-ce que c'est actuel et on remonte pas dans le temps vraiment? Je sais pas trop comment percevoir ça. Oui, en fait, si c'est comme la lumière. En fait, on a démontré par un événement qui était une fusion d'étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, c'est un objet très compact, mais qui n'est pas encore trou noir. Hein, donc, on a plusieurs états comme ça lorsque les étoiles meurent, comme le Soleil, par exemple. Le Soleil, il a une petite masse. Hein, une masse solaire, c'est pas beaucoup. Quand il va, dans 4 milliards d'années, il va devenir géante rouge. Il va manquer de combustible, donc son enveloppe va croître. On va évidemment arriver jusqu'à vaporiser les 4 premières planètes comme la Terre, par exemple, qui va être vaporisée là-dedans. Mais ensuite, le cœur va se concentrer, devenir une naine blanche. Alors, une naine blanche, c'est un état stationnaire où la gravité est compensée par une pression quantique, on l'appelle pression de Pauli, où les électrons sont dégénérés. Donc, on a une pression d'électrons, mais on a 1 tonne par centimètre cube, là. On a quelque chose de très concentré. Ensuite, lorsqu'on aura plus que ça, 1,5 à 2 masses solaires dans le résidu, donc des étoiles plus massives, eh bien, on va avoir ces étoiles à neutrons. Cette fois-ci, la pression quantique, elle est faite avec des neutrons et non pas des électrons. Donc, on arrive à 1 milliard de tonnes par centimètre cube. C'est énorme. Et c'est ça l'étoile à neutrons qui, lorsqu'elle va tourner très très vite, va faire un pulsar. Le pulsar, c'est un rayonnement très fort qui est émis juste par le cône de lumière qu'il y a sur le pôle. Alors évidemment, comme l'étoile tourne, lorsque le pôle nous regarde, on voit un pulse comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça pulsar. Il va y avoir des étoiles qui tournent comme ça 1000 fois, 1000 tours par seconde. Et donc, ces étoiles à neutrons, ces objets très compacts qui peuvent faire des ondes gravitationnelles aussi parce que la gravité est très forte. Et donc, ça déforme l'espace lorsque ça fusionne. Et donc, on a eu ces ondes gravitationnelles par étoiles à neutrons. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'horizon, là. La vitesse d'échappement n'est pas supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, la lumière peut sortir. Et donc, on a eu de la lumière qui est sortie en même temps que les ondes gravitationnelles. Elles sont arrivées au même moment, à quelques secondes près, alors qu'elles venaient de 450 millions d'années. Elles venaient d'une distance où la lumière avait mis 450 millions d'années à nous parvenir. Et donc, la lumière est arrivée en même temps que les ondes gravitationnelles. Donc, ça veut dire que les ondes gravitationnelles se propagent exactement à la vitesse de la lumière. Donc, on a pu détecter ces ondes gravitationnelles jusqu'à des milliards d'années-lumière, en effet. On n'est pas encore remonté au Big Bang, mais ça va bientôt arriver, hein, lorsqu'on va avoir des détecteurs d'ondes gravitationnelles encore plus performants, ce qui est dans le viseur. D'ailleurs, on est en train de le préparer. On pourra aller encore plus loin. Et en effet, alors ces ondes gravitationnelles sont des déformations de l'espace. Elles ne sont pas absorbées comme la lumière qui est absorbée par la poussière, absorbée par quelque chose. Là, elles sont pas absorbées. Donc, si on a des détecteurs qui permettent de détecter des signaux faibles, eh bien, on pourra aller jusqu'au Big Bang. Il n'y a pas de problème. On a parlé justement du passé des galaxies, de comment est-ce qu'elles se sont formées pour arriver à ce qu'elles sont aujourd'hui. À quoi ressemble leur futur avec justement un univers en expansion? Alors, les galaxies, elles ne sont pas en expansion, hein, puisque tout objet qui est virialisé, qui est en équilibre gravitationnel, en quelque sorte, on peut s'imaginer que
pour avoir un univers, par exemple, c'est un petit peu comme on l'avait supposé au départ avec les équations d'Einstein, on peut calculer, selon les constantes de l'univers en question, quel est son devenir. Alors, si la densité n'est pas assez grande, eh ben, on a un univers qui est en expansion indéterminée. Si la densité de l'univers est assez grande, à ce moment-là, il retombe sur lui-même, un peu comme un soufflet qui, par gravité, retombe sur lui-même, en quelque sorte, et donc on appelle ça Big Crunch. Donc il y a une densité critique entre le Big Crunch et le Big Bang, indéfiniment en accélération, en expansion. Eh bien, cette densité critique, si dans notre univers, à un certain endroit, il y a des fluctuations de densité, on peut imaginer qu'il y a une petite endroit où la densité est plus grande et atteint cette densité critique. À ce moment-là, on peut imaginer, bon, je le dis avec les mains comme ça, mais je sais pas d'équation, mais que localement, on a un petit Big Crunch en quelque sorte. Et donc, localement, on peut stabiliser des petits îlots comme ça, et ce sont les galaxies en quelque sorte, qui sont virialisées à l'équilibre de Virier, c'est-à-dire à l'équilibre gravitationnel. Et donc, les galaxies sont comme ça. On a aussi des groupes de galaxies, comme le groupe local, qui est aussi à l'équilibre gravitationnel. Alors, le groupe local, notre galaxie, tous les objets qui sont gravitationnellement liés, qui ont effectué leur petit Big Crunch en quelque sorte, ne sont pas en expansion. Les étoiles dans nos galaxies sont pas en expansion, de même que les galaxies dans le groupe local ne sont pas en expansion. Par exemple, Andromède est en train de bouger vers nous à une vitesse qui se rapproche. Sans doute, dans 2 milliards d'années, on aura une fusion entre la galaxie Andromède et la nôtre. Donc tout ça est lié gravitationnellement et non pas en expansion. Lorsqu'on peut raisonner pour l'expansion et le futur du destin de ces galaxies, c'est les galaxies à l'extérieur qui ne sont pas liées gravitationnellement à nous, sont en expansion. On les voit s'éloigner de nous et celles-ci vont s'éloigner de plus en plus, vont être en expansion accélérée et on peut dire qu'on aura de moins en moins de galaxies dans notre voisinage immédiat, à part le groupe local qui est déjà lié, hein, bien entendu. Il y a, je sais pas, j'ai déjà entendu plusieurs fois cette idée, je sais pas à quel point est-ce qu'elle vient justement d'une mauvaise compréhension populaire ou si elle est vraiment basée sur une vraie théorie, que dans un univers qui s'étendrait indéfiniment, on finirait à un état enfin pas sans énergie, mais juste où il est tellement étendu que il y a même plus suffisamment de, en gros, toutes les unités de la matière sont dément. Chaque atome, chaque particule faisant les atomes, tout est à part et on vit dans un univers uniforme de chaos, enfin d'entropie maximale. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait... En fait, ça c'est plutôt l'hypothèse, c'est l'hypothèse sur l'énergie noire, en fait, l'énergie sombre, qui serait une constante cosmologique ou pas. Et il y a plusieurs états possibles selon la pression. Alors, on avait dit tout à l'heure que la pression était un coefficient négatif, on l'appelait W, hein, par exemple, un coefficient W fois la densité. Alors, le coefficient entre la pression et la densité, il y a ce fameux coefficient qu'on ne connaît pas. Alors, ce coefficient, il doit être inférieur à moins un tiers pour qu'il y ait accélération de l'expansion. C'est la seule chose qu'on sait, et que pour une constante cosmologique, qui est à peu près la théorie que l'on a actuellement, parce qu'en fait, ce qu'on peut mesurer localement, c'est que il agit, cette énergie sombre agit comme une constante cosmologique, et ce rapport serait moins 1. Donc, c'est bien en effet inférieur à moins un tiers, qui serait égal à moins 1. Et maintenant, tout ce qui est inférieur à moins 1, alors ça, c'est une théorie qui est un petit peu irréaliste parce qu'il y aurait des non-conservations de densité, etc. On appelle ça le régime fantôme. C'est quelque chose qui serait inférieur à moins 1. Alors dans ce cas-là, on aurait ce qu'on appelle le Big Rip où tout serait dissocié. Mais je pense que ça, ce n'est pas... Il peut se retrouver dans l'équation, mais ce n'est pas une équation réaliste, en fait. On l'appelle fantôme exactement pour ça. Et en effet, les romans de science-fiction peuvent s'en emparer pour dire que tout va se dissocier, etc. Je pense que ça, ce n'est pas un modèle vraiment physiquement possible. Pour finir, qu'est-ce qu'on attend justement Je ne sais pas s'il y a des nouveaux télescopes, des nouvelles prouesses technologiques qui vont arriver, qui vont être lancées pour pouvoir mener à de nouvelles expérimentations. Mais quelles sont du coup les principales découvertes qui, soit actuellement pourraient l'être avec les technologies que l'on a lancées récemment, ou alors qui vont être dans les décennies à venir avec les technologies que l'on est en train de construire? Et qu'est-ce que l'on attend justement de ces technologies ou de ces découvertes pour la compréhension des galaxies et de l'origine de notre univers? Oui, on a beaucoup d'instruments qui ont été lancés et qui sont en construction.
Par exemple, l'Europe, l'agence spatiale européenne, l'ESA, a lancé Euclide. Alors, Euclide a été lancé en 2023. C'est un télescope spatial qui, un peu comme le James Webb, qui a été lancé au point de Lagrange, donc très loin de nous, à 1,5 million de kilomètres. Alors que le Hubble, lui, il était très proche. Hein, on pourrait aller le réparer. Il était à 400 kilomètres, hein, c'est-à-dire Paris-Bruxelles à peu près. On pouvait aller le réparer. Là, on peut pas. C'est le point de Lagrange, 1,5 million de kilomètres. Et donc, parce qu'il observe aussi en infrarouge. Donc, c'est un télescope spatial qui, contrairement à Hubble et au James Webb, qui observe un tout petit champ très profond. Ça permet d'aller très loin. Là, on regarde tout le ciel. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup de résolution spatiale parce qu'on est dans l'espace, donc on n'a pas l'atmosphère qui nous gêne pour voir des images ne sont pas brouillées par l'atmosphère. Donc ça, c'est un bon point. Et surtout, on a un grand champ. Et donc, à part la Voie lactée qui nous barre le ciel, on pourra regarder tout le ciel. Et donc, cet avantage, c'est qu'on pourra regarder des milliards de galaxies, peut-être 10 milliards de galaxies, avec leur époque, puisqu'on aura des spectres pour chacune, leur époque, les situer en fonction de la distance dans notre horizon, etc. Et donc, cette capacité va nous permettre de savoir quelle est la nature de cette énergie sombre, en fait. Pourquoi? Parce que on a des structures qui qui sont gelées lorsque il y a un découplage entre la matière ordinaire et le photon. Hein, ça arrive 400 000 ans après le Big Bang. Donc très très près du Big Bang. On se découple et on a une structure qu'on appelle onde acoustique, qui revient à des ondes sonores qu'il y avait dans le plasma. Eh bien, il y a une structure qui nous sert de règle, une règle standard. On sait quelle est la taille, et donc si l'espace est en expansion, cette taille va être en expansion comme l'espace. Donc on va mesurer dans les galaxies cette genre de règle. Et les galaxies, évidemment, lorsqu'elles suivent l'espace, hein, donc on avait vu que dans le pudding avec ses fruits confits, elles suivent l'espace, donc on va mesurer ça. Et si on le mesure à plusieurs époques, comme ça permet de savoir quelle est la loi d'expansion de l'univers. Alors au départ, elle est très rapidement en expansion, puis ensuite il est décéléré par la matière, puis ensuite il y a l'énergie sombre qui arrive, parce qu'au début elle est négligeable par rapport à la matière, et ensuite la matière elle est diluée dans l'expansion. L'énergie sombre n'est pas diluée, elle est plutôt constante, c'est comme une constante cosmologique, et donc elle prend le relais à peu près il y a 5 milliards d'années seulement, par rapport aux 14 milliards d'années. Donc à ce moment-là, l'univers est en expansion accélérée. Au départ, il est un peu décéléré. Pour toute cette loi d'expansion, on va nous dire quelle est vraiment la nature de cette énergie noire, parce que si c'est une constante cosmologique comme on le pense aujourd'hui, eh bien, ça va commencer l'accélération plus tôt, plus tard, etc. Si c'est pas une constante cosmologique, mais c'est plutôt un cinquième élément, etc., eh bien, on va le savoir avec la loi d'expansion de l'univers. Donc, il nous faut vraiment des milliards de galaxies. Alors, pour l'instant, on a essayé de faire ça au sol. Il y a une expérience qui s'appelle DAISY, qui a observé quand même beaucoup de galaxies avec un télescope au sol, avec des millions de spectres. En fait, ils ont aujourd'hui 15 millions de galaxies. Donc, c'est pas le milliard qu'on aura, hein, on aura 1000 fois plus avec Euclide, mais ils commencent à voir que peut-être ce serait pas une constante cosmologique vraiment. Il y aurait un petit départ à la constante, ce serait peut-être un cinquième élément. On ne sait pas. Pour l'instant, ce serait préliminaire, mais lorsqu'on aura le résultat d'Euclide, là, avec des milliards de galaxies, on pourra vraiment le confirmer ou l'infirmer. Donc, on saura ce qu'il y a. Alors, il y a aussi d'autres instruments au sol. Il y a le télescope de Vera Rubin, par exemple, qui est au Chili, américain, mais aussi participation française pour les instruments donc, et européenne. Donc là, c'est un télescope qui va aussi regarder des milliards de galaxies et qui aura aussi la spécificité de, en chaque nuit, de regarder la variabilité des astres. Ça, c'est très important pour les noyaux actifs de galaxies qui varient beaucoup. Donc, on pourra avoir, par exemple, chaque nuit, il y aura des millions d'objets variables identifiés qu'on pourra ensuite suivre avec d'autres télescopes. Et par exemple, des supernovae, qui sont les indicateurs de distance, qui nous ont permis d'avoir l'accélération de l'expansion. Donc, tout ça, ça va nous faire beaucoup de progrès. En 3 jours, ce télescope va regarder tout le ciel en 3 jours. Et il va ensuite regarder encore X fois le ciel tous les 3 jours. Donc, on aura la variabilité, en fait, du ciel à toutes les étoiles. Enfin, à l'intérieur de la nuit, on pourra avoir la variabilité à la minute, à l'heure, au quart d'heure, etc. Ensuite, on pourra avoir le jour, la semaine. On aura c'est vraiment ce qu'on appelle time domain, le domaine temporel.
que l'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc on va faire énormément de progrès sur les supernovae, etc. Et puis il y a aussi le SKA, Square Kilometer Array, qui est un radiotélescope géant. Cette fois, il n'y a aucune compétition entre l'Europe, les États-Unis et autres, parce que c'est un télescope mondial. Tout le monde s'y est mis parce que c'est énorme. C'est 1 million de mètres carrés, hein, la surface équivalente. Il y en a en Australie et en Afrique du Sud. La Chine participe, l'Australie participe, l'Afrique participe, l'Europe, etc. La France, bien sûr. Donc, on a un télescope mondial qui est en construction et on a déjà un certain précurseur. Hein. On a déjà des télescopes, on a 60 antennes dans l'Afrique du Sud pour la plus haute fréquence, parce qu'il y a beaucoup de fréquences. Il y a une très basse fréquence, il y aura 130 000 antennes en plusieurs stations qui seront en Australie. Donc tout ça va aussi détecter, mais alors avec d'autres longueurs d'onde, donc ça permet d'être complémentaire. Ce qu'on va faire avec Euclide, avec Vera Rubin, c'est dans les ondes optiques et infrarouges. Là, c'est en radioastronomie. Donc qu'est-ce qu'on détecte en radioastronomie? C'est l'hydrogène atomique qui est autour des galaxies, donc des galaxies qui sont pas dans les amas de galaxies, parce que dans les amas de galaxies, une galaxie qui rentre, elle est balayée de son gaz par des effets de pression dynamique. Là, on va détecter le gaz atomique, donc des galaxies qui sont pas tellement vues par Euclide et les autres. Donc, c'est vraiment un instrument complémentaire qui va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va détecter des galaxies à toutes les époques et voir justement si l'énergie sombre est vraiment une constante cosmologique ou pas. Et donc, on aura une confirmation avec Euclide. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'instruments avec des techniques différentes de radioastronomie, d'optique, d'infrarouge, qui vont nous donner une concordance de résultats sur la nature de l'énergie noire. Ce qui va permettre aussi peut-être du coup d'avoir après de voir s'il y a des convergences, des choses comme ça, entre en plus les différentes mesures pour s'assurer que c'est pas un biais simplement d'observation. Alors en effet, il y a ce but précis, énergie noire, matière noire aussi, parce que ils vont regarder par exemple les lentilles gravitationnelles. Quand on regardera tout le ciel, vous savez que les galaxies de fond, leurs photons sont déviés par toute la matière qui est entre nous et ces galaxies. Et donc on peut faire des cartographies de matière noire. Donc ça va être très important. Et puis aussi un effet qui est très attendu, mais qui est pas le but principal, puisque d'avoir la matière noire, c'est on aura aussi énormément d'informations sur la formation des galaxies. On aura des milliards de galaxies. Pour l'instant, on n'a que des millions. On aura 1000 fois plus de galaxies pour connaître mieux la formation des trous noirs, la formation des galaxies, les effets de formation d'étoiles, les supernovae qui font une rétroaction et tout. Donc, on va être débordé de données pour mieux connaître la formation des galaxies aussi. Merci beaucoup Françoise, merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos connaissances sur le podcast. Merci beaucoup.